Je me présente, Jean-François Gignac. Ça fait une quinzaine d'années que je suis dans l'industrie informatique, une dizaine d'années plus précisément en sécurité. J'ai travaillé au niveau revendeur, au niveau manufacturier, et puis maintenant, je suis chez Cisco. Je suis arrivé chez Cisco par l'acquisition de Sourcefire. Alors, une entreprise que vous connaissez peut-être, bien connue au niveau de l'IPS, de la visibilité réseau, etc., les inventeurs de Snort, pour ceux qui connaissent la plateforme open source. Évidemment, je repose une certaine partie de ma présentation sur les données que nous, on collecte à l'interne, mais aussi, on fait beaucoup d'interfaces avec des grands partenaires, dont Verizon, par exemple, TELUS, plus proche de chez nous, mais vraiment au point de vue global. Et on collabore avec beaucoup d'auteurs. Alors on fait de la recherche au niveau de l'information, bien, on a quand même accès à une grande quantité d'informations, puis on espère qu'on a fait une bonne synthèse au niveau de la présentation aujourd'hui. Alors, je vais parler aujourd'hui d'une façon en survol, si on veut, la nature de la cybercriminalité aujourd'hui, d'où on est parti, où on est arrivé, en fin de compte, pourquoi on vit les événements qu'on vit maintenant, à quelle entité vraiment on fait face et quelle est la lutte, de quelle façon habituellement est-ce qu'ils opèrent. Et c'est une présentation qui dure habituellement 45 minutes, donc je vais essayer de parler un peu moins, ce qui n'est pas facile pour moi. Alors, on va définir le cybercrime, qui sont les acteurs, leur but, l'impact, est-ce que c'est profitable quand on est dans le coup, quelles sont les cibles, quelques prévisions pessimistes et vous m'en excusez d'avance. Un monde changeant demande une sécurité adaptive. Cette partie-là, on n'aura probablement pas le temps vraiment d'en discuter ici aujourd'hui. C'est vraiment en mode plus discussion habituellement à la fin de la présentation. Donc, on définit le cybercrime comme étant une activité criminelle qui utilise un réseau informatique à un moment donné dans l'acte en tant que tel. C'est une définition qui est très large et ça nous cause certains problèmes jusqu'à un certain point parce qu'on essaie de faire une différenciation souvent entre le crime traditionnel qui utilise des moyens informatiques pour se promouvoir ou vraiment le crime cybernétique ou le cybercrime qui, en tant que tel, est livré ou exécuté en utilisant un réseau informatique. C'est pour ça que vous allez voir certains estimés au niveau des chiffres par rapport au coût ou à l'impact global, par exemple. On peut observer des gens comme le World Bank ou International Monetary Fund qui, eux, vont définir ça de façon différente et vont englober dans leurs analyses certains impacts ou certains coûts que d'autres ne regarderont pas. Donc, les estimés vont aller d'un impact de 3 milliards à 1400 milliards. Alors, c'est quand même assez vaste. Par contre, les deux s'entendent pour dire qu'il y a un impact grandissant et d'ici 2020, ça pourrait représenter jusqu'à 1% du produit national brut de tous les pays au niveau mondial. Alors, qu'est-ce qu'on englobe? Des attaques contre des infrastructures critiques. Vous avez sûrement déjà entendu le terme DDoS, surtout d'actualité au Québec depuis un certain temps quand même. On essaie de nier l'accès à des infrastructures, on essaie de descendre des infrastructures, on veut faire des dommages collatéraux en empêchant l'accès à certaines infrastructures, etc., etc. La fraude informatique, qui est très vieille, c'est un des premiers types de crimes, de cybercrimes qu'on a observé, sous plusieurs formes. Le blanchiment d'argent virtuel, vous connaissez sûrement Bitcoin, des monnaies virtuelles qui permettent de faire du blanchiment d'argent en ligne, l'argent sale qui est injecté dans ces brokers-là, si on veut, et ça ressort nettoyé de l'autre côté avec une monnaie, en fin de compte, interchangeable. L'utilisation frauduleuse ou illégitime des ressources informatiques, botnet, prendre contrôle, avoir des privilèges, des accès de façon obfusquée, qu'on ne soit pas idéalement au courant que ces activités-là sont en train d'être livrées, ou qu'on sert de plateforme pour attaquer les autres. Vol ou fraude identitaire de plus en plus populaire. Au Canada, peut-être un petit peu moins que certains autres pays. Les États-Unis ont vraiment un énorme problème avec ça, dû à leur décentralisation bancaire, dû à avoir plusieurs entités qui gèrent les bureaux de crédit, une mauvaise sensibilisation, responsabilisation culturelle au niveau de la gestion des identités ou de la protection de l'information privée.
Très facile aujourd'hui de découvrir beaucoup sur un individu et même avoir accès à toute son information bancaire, son historique de crédit, ses vêtements préférés, s'ils aiment les chatons ou les chiens. La quantité d'informations qui est disponible sur un individu sur un mode standard en utilisant Twitter, Facebook, etc., etc., on peut découvrir énormément. Et malheureusement, puisqu'on est mal éduqué en tant que société par rapport à comment protéger nos renseignements, eh bien, on s'expose à une quantité de risques incroyable. Surtout que d'ici 2020, on dit qu'un Nord-Américain moyen va avoir 5 appareils ou devices connectés. Je n'utiliserai pas le terme intelligent parce que ça ne veut pas nécessairement dire que les appareils le sont, mais ils vont être connectés d'une façon ou d'une autre. La console de jeu, la télévision, l'ordinateur évidemment, le téléphone intelligent, la montre intelligente, les bandes de fitness aujourd'hui qui sont capables de se brancher, donner de l'information, etc., etc., etc. On dit que d'ici 2020, il va y avoir 20 milliards de devices additionnels qui vont être connectés sur l'Internet. Et d'après moi, c'est conservateur en termes de prévision. C'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations non sécurisées qui vont être branchées sur ce médium-là qu'on échange tous à travers. Ça représente une opportunité gigantesque pour les cybercriminels. L'utilisation de ressources informatiques afin de promouvoir le crime traditionnel. Bien, on sait aujourd'hui, par exemple, que les trafiquants de drogue se servent d'applications iPhone, ils se servent de GPS, ils se servent d'appareils propriétaires designés pour insérer sur leur mule, etc., etc., pour gérer leur réseau, pour anticiper les manques à livraison, pour gérer des flottes ou la logistique par rapport à la livraison de leurs produits, comme une bonne business le ferait normalement lorsqu'elle gère ses actifs ou ses activités commerciales. Et on observe de plus en plus un rapprochement entre les cybercriminels et les affaires commerciales traditionnelles. Ils ont presque sensiblement les mêmes modèles aujourd'hui. Et la cyberextorsion, soit à travers une méthode technologique, où on peut parler de CryptoWall ou CryptoLocker, par exemple, du ransomware, où on peut utiliser évidemment des moyens, brute force, pour mettre à terre l'environnement de quelqu'un et ensuite faire une demande de rançon pour dire, bien, si tu veux retrouver ta connexion Internet, on veut avoir un certain montant d'argent. Si vous ne payez pas, on continue, ou on va vous livrer du malware, ou etc., etc. Le chantage. Qui sont les cybercriminels? Bien, là encore, on a eu beaucoup de changements. Questionnez n'importe qui est sur la rue habituellement et demandez-leur d'identifier qu'est-ce qu'un cybercriminel a l'air. Bien, habituellement, c'est quelqu'un avec un hoodie qui vit dans son garage ou dans le sous-sol de ses parents. Il est soit adolescent ou il est sans emploi, puis il n'y a rien à faire d'autre que nuire aux autres. Malheureusement ou heureusement, tout dépendamment du point de vue, si on aime les stéréotypes ou non, ce n'est plus les gens auxquels on est confronté. L'ère des script kiddies puis des lone wolves, ça n'existe plus vraiment. Ils sont encore là, ils ont quand même des activités, mais le problème n'est plus avec ces individus-là. On est vraiment en train de lutter contre une industrie au grand complet. Ils sont très bien financés, ils sont très bien organisés, ils ont des moyens, ils achètent des solutions de sécurité contre lesquelles tester leur malware, ils ont des laboratoires. Certains ont tellement des grands réseaux étendus qu'ils sont capables d'utiliser du Big Data Analytics. Donc, c'est vraiment des entités commerciales viables qui ont un modèle d'affaires et qui ont des sources de revenus diversifiées. C'est contre ces gens-là ou ces entités-là auxquelles on est confronté aujourd'hui. Le crime organisé, qui s'est très bien recyclé lorsqu'ils ont vu une perte de revenus ou une perte de profitabilité, ou une méthode traditionnelle de combattre le crime qui réduit la facilité de faire leurs opérations. On est capable de les tenir responsables beaucoup plus près de la maison où est-ce qu'ils sont, parce qu'on a la police traditionnelle ou le combat contre le crime organisé qui va être souvent déployé. Alors, cybercrime offre l'anonymat. On offre aussi la capacité de livrer du crime à distance, de ne pas être tenu responsable facilement. C'est très difficile encore aujourd'hui en termes de collaboration policière à travers le monde d'identifier avec précision qui sont les acteurs et ensuite aller faire l'arrestation ou la mitigation, si on veut utiliser un terme d'industrie, la mitigation de ces organismes-là. Un autre problème qu'on remarque aussi, c'est que les crimes organisés ont souvent des réseaux.
Moi, je pourrais aujourd'hui faire affaire avec une entité de crime organisé en Australie qui va utiliser des hackers chinois ou japonais qui vont passer à travers un broker russe pour livrer une activité cybercriminelle en Ontario. C'est rendu assez complexe par rapport à ces interdépendances-là ou ces partenariats-là qu'on observe aujourd'hui. Et c'est le genre de choses qu'on voit. Les organisations terroristes sont assez actives. On remarque aussi qu'ils sont de plus en plus concrets. Ils ont des plans maintenant cybernétiques. Ils appellent ça de la cyberdéfense. C'est plutôt de la cyberattaque. Mais ils ont des budgets, ils ont des gens, ils ont de l'argent qui est injecté par des gouvernements ou des organisations terroristes comme Hezbollah qui vont pouvoir financer leurs activités pour arriver à leur fin. Soit de l'activisme ou vraiment des dommages, où ils veulent avoir des intrusions avec un vol d'informations. Ça, c'est relativement nouveau jusqu'à un certain point sur la scène mondiale, du moins en médiatisation. Ça fait des années que ça existe. Les États-Unis étaient très forts là-dedans, l'espionnage industriel, l'espionnage d'autres pays, etc. On remarque aujourd'hui vraiment une formalisation de ces entités-là. La Chine a un énorme budget de cyberdéfense annuel. Ils ont concrétisé leurs activités dans 3 divisions militaires au sein de leur armée. C'est des gens qui se lèvent le matin, vont au travail dans leur fonction. C'est de la cybernétique, de la cyberattaque, de la cyberdéfense, de l'écoute, du vol d'informations, etc. Et il y a de plus en plus d'exemples. Ils sont dans les journaux ou dans les médias sociaux presque à toutes les semaines. Si vous faites une recherche sur le NOAA, qui est l'entité américaine qui fait la surveillance de toute l'information atmosphérique ou météorologique, ils ont été compromis il y a quelques mois par ce qu'ils disent être des hackers chinois. C'est sûr que c'est le bonhomme 7 heures. Aujourd'hui, on dit souvent que c'est les Chinois. Des fois, ça l'est, des fois, ça ne l'est pas. Mais ils ont une quantité d'informations assez incroyable. Ils sont hyper actifs au niveau de l'espionnage industriel pour rattraper jusqu'à un certain point la révolution industrielle qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années. Surtout depuis 2005, l'explosion de leur produit national brut et leur économie est assez incroyable. Les mercenaires, j'en ai mentionné tout à l'heure avec le crime organisé, sont relativement proches. On utilise des tiers parties pour livrer des activités auxquelles on n'est pas tenu responsable ou que ça ne peut pas être retracé à nous. Mais ils ont des ententes très formelles. Activistes qui sont toujours très présents pour faire un agenda politique alentour de leur message. Les corporations, beaucoup d'espionnage industriel. Il y a quelques années, un événement entre Bosch, par exemple, et Dyson en compétition pour un marché de consommation. Les appareils, des balayeuses. Et Dyson développe des moteurs assez uniques dans l'industrie. Et Bosch a retiré de l'information propriétaire intellectuelle sur ces engins-là à travers une firme marketing. Ils ont donc compromis la firme marketing qui a fait du social engineering, qui a utilisé certains outils informatiques pour aller voler cette information-là à Dyson. Alors, malheureusement, ils se sont fait attraper, ils ont nié toute la chose et ils ont réglé ça hors cours, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Mattel, il y a quelques années, avec les fusils à dard en mousse, en styromousse, s'est fait voler des modèles, des prototypes, et 10 jours plus tard, ils étaient en vente en Chine, sur le marché. Perte de revenus, directement, impact commercial pour l'entreprise. Très, très, très rapide en termes d'implantation. On parle d'un laps de 2 semaines de prendre un prototype, le produire, le mettre en marché et le vendre. Ils sont très, très forts. Dans plusieurs pays émergents, le cybercrime est un choix de carrière viable. On a des gens qui sortent des universités ou des écoles techniques et qui sont mieux payés avec un retour plus facile, l'appât du gain. Ils pensent tous qu'ils vont faire fortune en retournant leur nouveau talent pour aller vers le cybercrime. Et souvent, les organisations locales ou les autorités locales n'ont pas intérêt à arrêter ces choses-là parce que ça injecte du capital dans leur pays. Ça stimule l'économie. Donc, pas de coopération au niveau d'un point de vue policier ou d'un point de vue légal. Qu'est-ce qu'ils veulent? Bien, ils veulent une quantité d'informations incroyable et la liste qui va passer ici, bien, elle n'est malheureusement pas exhaustive. Ils veulent avoir de l'information financière, les états financiers, etc. Ils veulent avoir courriel, ils veulent avoir données brutes, ils vont les analyser plus tard. Ils veulent avoir accès à l'infrastructure, ils veulent la propriété intellectuelle, ils veulent les identités, ils veulent des accès et des privilèges pour les utiliser maintenant ou plus tard. Et malheureusement, il y a toujours un résultat profitable.
ils vont toujours réussir à voler quelque chose qui vaut quelque chose à quelqu'un quelque part. Que ce soit immédiat, que ce soit dans plusieurs mois, qui peut être utilisé en termes de chantage contre quelqu'un d'autre, qui peut être utilisé en termes d'avantage commercial contre quelqu'un d'autre, etc., etc. Je vais passer par-dessus celle-ci. On va regarder rapidement quelles sont les méthodes de brèche. Et vous excuserez l'anglais, mais c'est des images plutôt que du texte. 40% des brèches aujourd'hui utilisent du malware. Il y a quelques années, on était à 12%, 15%, 20%, ça l'augmente. Depuis la dernière année, ça l'a grandement augmenté, ça l'a presque doublé. 91% de ce qu'on observe, nous, du malware est livré à travers Java. 9 fois sur 10, Java est en cause dans une intrusion liée au malware. Alors, on remarque plusieurs différentes raisons. Il faut comprendre que la barrière au cybercrime, là, la barrière d'entrée, là, elle est très basse. C'est très facile de devenir cybercriminel. Tout ce qu'on a besoin, c'est un laptop, un ordinateur, une tablette. On a besoin d'un accès Internet. On peut s'enseigner soi-même comment le devenir si on veut. Si on a les ressources, la volonté. C'est très facile de trouver de l'information, soit sur le web, sur le darknet, pour justement s'apprendre les compétences qu'on a de besoin. Faire du SQL injection, là, en 15 minutes, quelqu'un peut découvrir comment le faire. Après ça, ce qu'il a besoin de faire, c'est trouver des cibles. Mais c'est très, très, très facile d'apprendre ces méthodes-là, malheureusement. Alors, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est bon à se cacher, ce n'est pas tout le monde qui a les compétences nécessaires pour devenir un criminel accompli, mais suffisamment pour faire des dommages ou pour nuire. L'autre chose qu'on remarque, c'est qu'en termes de sophistication d'attaque, c'est très bas également. Les méthodes d'attaque, malheureusement, fonctionnent très bien sans nécessairement être très développées. Ce qui veut dire que on est en retard. D'un point de vue de société, par rapport à protéger nos infrastructures critiques, notre information, nos crown jewels, là, si vous me permettez l'expression anglophone, on fait une très mauvaise job de façon standard, en moyenne, pour se protéger. Donc, trop souvent, malheureusement, on a des environnements qui sont trop complexes, qui interopèrent mal. On n'a pas une bonne visibilité et on a des vulnérabilités qui sont non identifiées, que parfois on ne connaît pas ou on n'a pas découvert. Et même parfois, on a les infrastructures en place pour se protéger, mais ils ne sont pas nécessairement configurés correctement. On n'a pas nécessairement les compétences ou les ressources pour être capable de se défendre adéquatement. Puis ça, c'est un challenge que tous les industries, tous les verticales vivent, malheureusement. Parce qu'on a vécu une explosion depuis 10-15 ans dans l'industrie de dire, bien, on a une menace, ça prend une nouvelle solution. On a une nouvelle menace, ça prend une nouvelle solution. Et on a passé dans une approche comme celui-ci. On avait besoin d'un firewall, après ça, ça prenait du VPN. On avait besoin d'avoir des antivirus. On voulait avoir des antivirus intelligents avec de la rémédiation intégrée. Ensuite, on voulait avoir l'authentification forte, on voulait avoir des clés partagées, etc. On voulait avoir du contrôle applicatif, on voulait avoir de la visibilité au niveau IPS. Avant même de savoir qu'est-ce qu'on avait à bloquer, on voulait bloquer. Moi, je me rappelle encore, il y a plusieurs années, aux alentours de 2005-2006, si je ne me trompe pas, on avait des annonces pleines pages de Tipping Point. Puis je prends Tipping Point parce que c'est malheureusement eux qui avaient fait paraître l'annonce, mais Tipping Point disait dans cette annonce-là, puis c'était le CEO qui était là, qui disait « Achetez notre boîte, ça arrête tous les problèmes. » Mais le problème avec ça, c'est que tu ne peux pas tout bloquer, premièrement, et c'est là peut-être que la crainte de l'IPS a été créée il y a plusieurs années, de dire, bien, si je bloque tout, je nuis à mes opérations. D'un autre côté, je génère énormément de faux positifs. Vous le devinerez, ce n'était pas vrai que ça bloquait tous les problèmes, mais c'est la perception qu'on essayait de créer. Mais cette approche-là est encore une fois la manifestation d'une réaction d'industrie, un modèle commercial, on a une nouvelle menace, on veut vendre un nouveau produit, on veut déployer un nouveau produit, etc., etc. Et la guerre froide, si on veut, ou la guerre active, ou le arms race, appelons-le comme on veut, a développé des solutions qui ont adressé chacune des problématiques qu'on a vécues. Le contrôle applicatif, c'est la même chose. C'est une visibilité sur la couche 7. Puisque j'ai des vulnérabilités dans les applications, je dois les voir et je dois les contrôler et je dois les régler. Mais ça, en soi, ce n'est pas suffisant. Ça prend encore aujourd'hui une collaboration de toutes ces choses-là et plus. Mais ça, c'est une tendance d'industrie. Le sandboxing,
C'était vu jusqu'à un certain point à la nouvelle venue du Messie. Hein. C'était le sandboxing, ça allait tout régler parce qu'on est capable d'avoir des environnements virtuels qui vont rouler toutes les malwares. On n'en aura plus de problème. Qu'est-ce qui est arrivé? On a trouvé des méthodes d'évasion très faciles. On dort. On sait qu'il y a des capacités au niveau du sandbox. On peut dormir pendant un certain temps. On a développé des API qui sont capables de détecter les sandbox pour ne pas se réveiller, justement, dans l'intérieur de ça. On est même capable de voir quel type de sandbox, avec quel hypervisor, etc., etc. Alors, ils ont trouvé les moyens, ils se sont adaptés. Il est trop facile de passer à côté des défenses qu'on met en place. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent ça? Est-ce que c'est possible de voir qui d'entre vous pense que ça, c'est une console de gestion d'un produit de sécurité? Je veux juste que tu saches, Karel, que tu es le seul qui a levé la main. C'est Black Hole. Black Hole, c'est un des exploit kits qui a eu le plus de succès commercial au niveau du cybercrime. Fait intéressant, lorsque le fondateur de Black Hole a été arrêté, Black Hole a disparu. Dans une période de 2 semaines à peu près, il n'y a plus personne ou presque qui se servait de Black Hole. Pourquoi? Parce que la plateforme était compromise. On savait très bien que le FBI allait réussir à mettre la main sur l'individu et d'obtenir son information, comment combattre. Parce qu'habituellement, c'est ce qu'ils font. Les cybercriminels vont vendre leur savoir pour diminuer leur peine ou pour essayer de travailler avec le FBI pour s'épargner. Si vous avez déjà lu les histoires d'Anonymous, un des joueurs les plus actifs d'Anonymous a complètement été délateur sur l'ensemble du reste de ses compatriotes pour s'épargner du temps de prison. Il est devenu un très bon collaborateur au niveau du FBI. Alors, je ne dis pas nécessairement que c'est le cas avec ce cas ici, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme quand même assez bien développée. Les types d'exploits, les browsers qu'on avait compromis, c'est où mes activités au niveau des pays dans lesquels je suis installé, mes cibles, en fin de compte, que j'ai réussi à pénétrer, etc., etc. On avait son dashboard pour gérer sa clientèle. Et ce qui est intéressant, en haut, c'est qu'on a une bannière qui promouvoit les services cybercriminels. J'ai besoin d'aide pour coder un malware ou un APT pour rentrer chez un target en particulier. J'ai un numéro de téléphone, j'ai des adresses de communication IM, j'ai des ressources qui peuvent m'aider. Facturable. Ou, si j'ai pris un plan platine avec mon organisation cybercriminelle préférée, bien, je peux les rejoindre 24/7, puis c'est tout inclus. Ça coûte 10 000 par année. C'est le genre de formalisation du type d'industrie dans laquelle on est confronté aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a eu avec la disparition de Black Hole, ça a laissé un vide dans l'industrie. Et il y a plusieurs, maintenant, exploit kits qui se battent, compétition, pour gagner cette part de marché-là qui a été laissée par la disparition de Black Hole. Encore une fois, très similaire à ce qu'on observe d'un point de vue commercial avec nous, par exemple, Cisco, qui compétitionne contre d'autres entités. C'est vraiment le même type de modèle d'affaires qu'on retrouve aujourd'hui avec des canaux de distribution, avec des revendeurs, avec des acteurs, avec des représentants et avec des gens qui recrutent activement, etc., etc. Je vais passer rapidement sur ça. Ce sont des exemples de la valeur monétaire de différentes choses. On en parlait tout à l'heure. La valeur de 1000 cartes de crédit aujourd'hui, 6 $. Donc, on s'entend que voler des cartes de crédit, c'est viable et c'est rentable si on en vole à la Home Depot ou à la Target, où est-ce qu'on va avoir des millions de numéros qu'on va pouvoir rapidement vendre. C'est une réaction à un type d'exemple où est-ce que les techniques policières ou les technologies qui ont été mises en place par la majorité des grandes banques ou des grands acteurs par rapport à la transaction financière, dont Mastercard et Visa, par exemple, ont développé des réactions, ils ont développé une visibilité qui leur permet de réagir rapidement à la compromission d'un numéro de carte de crédit, ce qui a fait d'évaluer la valeur cybercriminelle d'un numéro de carte de crédit. Par contre, un bon bureau de crédit avec une entité complète, une identité complète, comme un permis de conduire, des états de compte, des choses comme ça, ça vaut environ 150 $. Donc, prenez soin de votre crédit. Il faut penser qu'il y a des gens qui ont besoin de nourrir leurs enfants.
Zeus, SpyEye, qui sont des kits de malware, se vendaient autrement, anciennement plutôt 10 000 la pièce, se vendent aujourd'hui environ. Même ça, c'est daté de quelques mois, là. Ça a probablement réduit, mais ça se vendait à 400 ou à 600 $. Et il y a des kits qu'on peut rajouter là-dessus qui vont rehausser la valeur du kit en tant que tel, donc des options, des licences, qui nous permettent d'avoir des fonctionnalités additionnelles. Vous voyez les similarités avec certains manufacturiers? IAM DDoS, du self-serve pour créer du DDoS contre quelqu'un, un peu similaire à Ion Cannon ou des choses comme ça, des différents types d'attaques pour des attaques distribuées. Des comptes courriels, on peut faire même des demandes rapides. On paye plus cher pour qu'il y ait des résultats plus rapides sur les résultats. Consultation botnet. Je veux établir un réseau botnet, j'ai besoin d'avoir d'aide pour que quelqu'un me montre comment le faire, comment je vais faire mon recrutement d'assets, etc. Ce sont des services de consultation disponibles. Et ça continue, et on n'a pas tout mis, évidemment, là, ce sont seulement que des exemples, mais c'est vraiment accessible, et ce n'est pas dur nécessairement de trouver ces ressources-là, encore une fois. Le CAPTCHA, vous savez, quand les gens tapent sur Nike, là, ou Nike, tout dépendamment comment vous le prononcez, là, qui fait faire des souliers ou des vêtements dans les sweatshops en Asie et qui paye les gens presque rien, bien, du CAPTCHA, c'est la même chose. C'est des gens qui sont n'importe où parce que c'est à travers l'Internet, mais souvent, ils vont les rassembler dans des usines, ils vont les asseoir en avant d'un ordinateur, puis ils vont rentrer des CAPTCHA pour qu'on puisse faire du spam ou qu'on passe à travers certaines infrastructures pour avoir la validation que ce n'est pas un spam bot, mais que c'est un humain qui est vraiment là. Bien, c'est 1 $ par 1000. La prochaine fois que vous allez voir des étudiants qui chialent, il faut toujours leur dire qu'ils ont des prospects de carrière ailleurs. C'était une blague, hein? Bon. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais essayer de couvrir rapidement quel est l'impact du cybercrime. Une petite minute. Ça coûte cher. On figure que le coût moyen pour une entreprise ou une organisation, évidemment, on capture les petites et les grandes, mais c'est une moyenne nord-américaine. C'est environ 40 jours par année qui sont perdus à traiter des événements, des intrusions, faire de la rémédiation. Ça implique aussi le réimagement des postes, l'aspect support qui vient alentour de ça, les efforts humains, le coût que ça peut avoir direct et indirect. Lorsqu'on regardait la slide précédente, où est-ce qu'on voit le type de dommages qui sont à prendre en considération lorsqu'on a des dommages informatiques ou une intrusion, bien, c'est beaucoup de choses. Il y a les pertes directes et indirectes. Ça peut affecter, tout dépendamment de l'organisation ou l'industrie dans laquelle on est. L'impact est différent, les implications sont différentes. On a peut-être des laboratoires de recherche, il y a de l'information, il y a une propriété intellectuelle qu'on doit protéger, etc. Ça peut être nos avoirs qu'on veut, ça peut être l'information sur nos gens, ça peut être une quantité d'informations incroyable. Et ce sont les coûts moyens. Si on calcule que 40 jours dans un an et que le coût moyen est de 32 000 $ en prenant en considération tous les items qu'on montrait sur la slide précédente, ça revient environ à 1 280 000. Évidemment, il y a des hard costs là-dedans, des licences, des solutions qu'on achète, le salaire des gens qu'on paye, les heures perdues à faire d'autres choses, l'impact sur les opérations, ça a un coût direct, mais il y a des coûts indirects aussi qui viennent en considération. Nombre d'attaques moyennes réussies par semaine contre une entité, c'est 122, c'est énorme. C'est énorme. Évidemment, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui vont rattraper éventuellement et qu'on va être protégé à travers des solutions traditionnelles. Nos signatures, évidemment, vont sortir. Un antivirus va éventuellement rattraper, mais pas avant que plusieurs personnes aient été compromises, plusieurs personnes ont souffert, en fin de compte, pour arriver à avoir une signature éventuelle. Petit fait intéressant, il y a un géant de l'antivirus l'année dernière qui a mentionné, ils ont émis 450 000 signatures indépendantes environ. C'est autant, sinon plus, que les 17 années précédentes de leur existence. Donc, on voit vraiment une courbe accélérée au type d'environnement de menaces qu'on voit aujourd'hui. C'est l'évaluation globale. Je dois malheureusement m'arrêter sur cette note. Par contre, je vous invite au dîner à venir jaser avec nous autres. Je sais qu'il y a un nombre limité de places. Je ne sais pas comment ça a été géré, mais... Parfait.
Excellent. J'espère que la présentation brève vous a quand même été intéressante et n'hésitez pas à venir discuter avec moi si vous avez des questions. Merci. Bienvenue à tous. Merci d'être venus à cette petite présentation. Je vais vous parler donc de ce qu'on a développé dans les derniers mois, la dernière année finalement à l'Université Laval, donc des services infonuagiques qui vont être maintenant disponibles pour tout un tas de monde. Avant de rentrer dans ces détails-là, je vais vous présenter un petit peu notre environnement technologique. On s'est rendu compte au fur et à mesure de quand on présentait ce qu'on faisait, que les gens ne connaissaient pas exactement notre envergure, notre plateforme technologique, puis c'est important par rapport aux services qu'on offre. L'Université Laval, c'est 44 000 étudiants, 1 500 professeurs-chercheurs, pour un total d'environ 11 000 employés. Ce qu'on considère, c'est que nous, on a à gérer environ 50 000 personnes à chaque jour. 50 000 personnes à chaque jour, pour nous, chaque jour, c'est quoi? C'est 24/7. 24/7, comme vous le savez, on a beaucoup de systèmes d'enseignement à distance avec des étudiants qui sont présents dans pas mal tous les fuseaux horaires. C'est un peu plus des 2/3 de nos étudiants maintenant qui ont au moins un cours qui se donne complètement à distance. Ces gens-là étudient à n'importe quel moment de la journée, le jour, la nuit, la fin de semaine ou autre. Ça a énormément d'implications sur les TI parce que ça veut dire que nos plages de maintenance n'existent plus. Notre tolérance aux pannes n'existe plus non plus. Comment est-ce qu'on gère ça? Ça nous a obligés à travailler énormément en robustesse, en redondance au niveau de tous nos équipements sur toute la stack technologique. Sur le campus, on dispose de 4 centres de données, 2 centres principaux à 600 kW, 200 kW. Ces 2 centres de données-là vont nous permettre d'assurer effectivement la redondance entre toutes nos applications. Okay, je vais en dire un petit peu plus tout à l'heure. Et puis, nous avons la chance aussi de disposer du supercalculateur, donc le CLUMEC, qui fait partie de Calcul Québec, Calcul Canada. Donc ça nous permet aussi de bâtir une offre qui va nous permettre d'offrir du calcul haute performance à toute une clientèle. Surveillance de nos centres de données, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas tout d'avoir des centres, mais encore faut-il s'assurer que ça roule bien. Donc tout est monitoré en temps réel. Quand je dis tout, ce n'est pas uniquement des UPS ou de l'électricité qu'on a au niveau des serveurs, mais on va beaucoup plus loin là-dedans. Des différentiels de pression, parce qu'on a des allées cloisonnées dans nos centres de données, de l'humidité, des débits d'eau froide, des débits de glycol dans les pompes de refroidissement. On a en temps réel toutes ces choses-là. Ça nous permet même maintenant de calculer notre PUE en temps réel. Donc ça, c'est intéressant dans des projets de développement qui demandent de justifier de composantes de développement durable et autres. On arrive à être extrêmement efficace et à corréler en plus toutes ces données. À la limite, on va être capable maintenant de prédire qu'une baisse de température de 5 degrés extérieurs va nous permettre d'économiser tant de kilowatts en termes de consommation électrique. On est capable de sortir ces données-là maintenant. On a 3 boucles de fibre optique qui font le tour du campus. On voit ici donc les points noirs représentent les points d'accès sur les différents bâtiments et puis nos centres de données, c'est ce qu'on retrouve au milieu, là, méchés entre eux, pour gérer la redondance. Connexion intercentre de données à 80 gigabits. On dessert ensuite les pavillons entre 10 et 40 gigabits pour une circulation interne à 10 et du débit à la prise maintenant sur quasiment l'intégralité du campus à 1 gigabit. Ça, c'est très important pour nos chercheurs parce que c'est bien beau d'avoir des capacités de calcul, mais si on attend déjà 2 heures à transférer le fichier de 2 gigas de données pour l'emmener au supercalculateur ou dans le centre de données, on a perdu pas mal en efficacité. Donc, on a upgradé ça dans les 2-3 dernières années. Ça donne quelque chose d'intéressant. Donc, on couvre au niveau filaire 40 000 prises. Au niveau du réseau sans fil, on dispose de 2000 antennes qui nous permettent de desservir 17 000 utilisateurs concurrents dans les périodes de pointe. Donc, c'est un assez gros réseau. Et puis, téléphonie IP, 8000 téléphones, plus les téléphones analogiques. Donc, une infrastructure d'envergure, on va dire, avec pas mal d'interconnexions. Il y a des interconnexions au risque, bien entendu, redondantes en 3 points, des connexions avec nos propres fibres dans la ville de Québec, et puis pas mal tous les fournisseurs, les principaux telcos, arrivent directement chez nous dans nos centres de données. Donc on a l'interconnexion qu'on souhaite avec le reste du monde.
Nos fibres dans la ville de Québec, on les a figurées ici. Donc ça, c'est des fibres qu'on a passées dans le début des années 2000 pour interrelier nos centres de recherche qui sont principalement dans les hôpitaux et puis d'autres centres au niveau plus du parc technologique. Donc on a de la fibre dont on est propriétaire. On est bien entendu connecté au risque avec l'ancien logo. Désolé, on ne m'avait pas prévenu. Je n'ai pas eu le temps de changer. Bon. Et puis le reste du Canada via Canary, puis le reste du monde via toutes les ententes de peering qu'il peut y avoir au niveau des réseaux. Ça, c'était notre environnement technologique interne. Donc, deux choses à retenir, quelque chose d'une assez grande envergure qu'on couvre en 24/7. 50 000 utilisateurs en 24/7. Là-dedans, on a opéré un virage il y a quelques années de présenter plus ce qu'on faisait au niveau de la direction des technologies d'information en termes de services. Pas en termes de quincaillerie, de serveurs ou de choses comme ça, mais de services qu'on allait offrir. Comment est-ce qu'on a bâti ces services d'hébergement interne ? Donc, on a nos centres de données interconnectés, comme je le disais, point de vue réseautique. On a en plus une grande chance, c'est de disposer de 2 entrées hydro sur le campus qui proviennent de 2 grids hydro différents. Donc, on est complètement indépendant du point de vue physique entre nos centres de données. Ça nous permet de bâtir les architectures robustes dont je parlais. Nos systèmes majeurs sont redondants les uns des autres, en actif-passif. On est capable de basculer d'un centre de données à l'autre sans aucun problème. C'est séparé physiquement, c'est redondant, mais c'est unifié logiquement. Tous les réseaux sont disponibles dans les 2 centres de données. On est capable de desservir l'intégralité de nos infrastructures à partir d'un seul centre, si on le souhaite. Sur cette infrastructure de base, on met en place ce que j'ai appelé une infrastructure de service. Donc, c'est des unités de stockage, des unités de virtualisation, le supercalculateur, de l'hébergement physique. Ça, c'est très simple, c'est la partie TI. C'est ce qu'on veut, pas finalement que nos clients, donc les unités qui consomment nos services, voient. Parce que ce qu'on souhaite leur montrer, finalement, ce sont des services. Donc du service de stockage de données avec différentes classes. Eux n'ont pas à savoir si c'est du SAS, du SSD, du SATA ou autre. Ils veulent un débit garanti, ils veulent un temps de réponse, ils veulent une latence attendue. Donc c'est ce genre de service-là qu'on offre. Des serveurs virtuels avec différentes classes de services, de l'hébergement de sites web, et puis d'autres types de services qu'on offre aux utilisateurs, donc le calcul scientifique, puis d'autres choses qui sont en développement, mais je vais en parler un petit peu tantôt. Une fois qu'on a mis en place ces infrastructures-là, ces services-là, nous, ce sont les principaux services d'hébergement, donc des services d'info nuagique privés, qui sont à l'interne de l'université. Qu'est-ce qu'on offre? Donc des serveurs virtuels, entièrement configurables. Ils sont généralement disponibles en quelques minutes. Ici dans la slide, je mets quelques heures parce que dans un environnement interne, on se rend compte qu'il y a toujours des petites choses à discuter, de savoir dans quel VLAN je te mets, quelle règle de firewall, et ainsi de suite. Puis le numéro de compte que tu m'as donné n'est pas le bon. Oui, fait important à noter, dans toute notre offre, on est en mode vraiment utilisateur-payeur. C'est un mode de service. Okay, c'est un changement qu'on a opéré il y a 3 ans maintenant, qui nous permet d'assurer la pérennité de tous les services, d'assurer leur viabilité à long terme. Donc, serveur virtuel, si on s'entend sur tous les termes, si tout est correct, c'est effectivement quelques minutes. Stockage de données, la même chose. On discute du mode d'accès. Est-ce que tu veux du CIFS, du iSCSI, quelle qualité de stockage on peut avoir. Puis là encore, c'est disponible rapidement. Des sauvegardes de données, aussi bien pour les serveurs qui sont dans nos centres de données ou ailleurs sur le campus, et puis pour les postes de travail. C'est un service standard qui est offert par la DTI. Et puis de l'hébergement et de la conception de sites web. C'est un service qu'on a lancé il y a un peu plus d'1 an maintenant. On était fatigué d'avoir tout un tas d'unités, de centres de recherche qui allaient héberger leurs données chez GoDaddy, HostPapa ou ainsi de suite. Donc on a dit on arrête ça. Mais pour arrêter ça, il fallait offrir le même service, la même qualité de service, au même prix. C'est ce qu'on a fait. Nous, dans notre offre interne, un hébergement de site web, c'est disponible immédiatement, c'est-à-dire que je vais vous le montrer tout de suite. On a une interface pour aller provisionner. Donc ici, c'est un exemple avec un serveur virtuel. Donc on dit, on clique. Je veux un serveur virtuel. Voilà les caractéristiques, nombre de CPU, RAM. Next, ça va dans mon panier d'achat. Finaliser la transaction. On rentre le numéro de compte interne et le serveur est provisionné. Okay. C'est la même chose pour les sites web. Là, c'est auto-provisionné. Dès qu'on a cliqué sur « J'accepte »,
J'accepte le paiement, finalement, on reçoit dans les 15 secondes qui suivent le courriel. Voilà, ton site web, ton espace d'hébergement web a été créé. Voilà les credentials pour aller se connecter. Et puis c'est aussi simple que ça. Et ce sont les mêmes outils standards qu'on retrouve dans le marché pour administrer tout ça, tout ce qui est cPanel et toutes ces choses-là. Bon, ça c'était les services d'hébergement interne de l'université. Vous allez me dire, ouais, ça c'est bien, mais l'interne, c'est réservé à l'université Laval, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, services d'hébergement externe. On avait, depuis quelques années même, diverses organisations dans le secteur public essentiellement, qui nous demandaient, c'est super, et puis vous avez un nouveau centre de données flambant neuf, puis c'est impressionnant ce que vous faites en termes de gestion de ces choses-là, est-ce qu'on ne pourrait pas venir chez vous? Non. Jusqu'il y a un an, la réponse était non. Ce n'était pas notre vocation, mais il y avait de plus en plus de pression pour exactement les besoins dont on a pu parler dans la conférence précédente, de besoins de croissance, des besoins de monter des sites de relève en cas de désastre, des gens qui cherchaient de l'hébergement tout simplement hors site parce qu'ils n'avaient pas de capacité d'expansion ou quoi que ce soit. Tout un tas de raisons, et puis vouloir s'héberger à tort ou à raison, spécifiquement au Canada et encore mieux au Québec. Okay. Là-dedans, il y a des réglementations, il y a des, comment je vais appeler ça, pas des croyances, mais des fois, on est plus sécure chez nous, même si on sait qu'à la limite, si la NSA veut aller voir, il ira voir pareil. Les gens disent, on peut dire, non, on ne leur donnera pas. Oui, mais ce n'est pas pour ça que ça va les empêcher d'aller voir, tant qu'à moi. Là. Donc, on est plus rassurés. On a étudié ce qui était faisable, nous, à partir des plateformes qu'on avait déjà, de ce qu'on était capable de faire, avec plusieurs objectifs. D'abord, un minimum d'impact, aussi bien matériel qu'humain, pour l'université. C'est beau de vouloir aider les autres, de vouloir les accueillir, mais si ça demandait l'embauche de 50 personnes et des travaux à non plus finir, pas sûr. Un cadre légal, qu'est-ce qui nous permet, au niveau de nos achats, de nos licences, de venir héberger du monde comme ça. Une volonté d'optimiser l'utilisation de nos ressources, bien entendu. On dit, si on partage des choses, c'est quoi l'avantage aussi pour nous en optimisation qu'on peut aller chercher? Et puis, rendre surtout les utilisateurs du service complètement indépendants. Okay? Il faut qu'ils aient les capacités de gérer eux-mêmes leurs espaces de stockage ou leurs serveurs virtuels. C'était ça l'objectif en arrière. Je vais tout de suite répondre à la question qu'on me pose de part, mais pourquoi vous faites ça? Plusieurs choses là-dedans. Les orientations de la loi sur la gestion et la gouvernance des ressources informationnelles qui s'appliquent à tous les organismes du secteur public. Okay. Ça nous indique quoi, en résumé? Qu'on nous incite fortement à partager des ressources, à partager des connaissances. Nous, on a regardé. Qu'est-ce qu'on a à mettre sur la table? Des ressources, on en a. On a des centres de données, on a de la capacité résiduelle. OK. Des connaissances? Oui. Nous, ça fait déjà 2 ans, 3 ans maintenant, qu'on fonctionne dans un mode de service provider à l'interne de l'université. Je vous l'ai montré tantôt, provisionner des machines, gérer des contrats, parce qu'il y a des SLA en arrière, facturer le monde. Bon, OK, ça on sait faire. Donc, on répond à ces objectifs-là. Un objectif de rentabilisation de nos infrastructures dans un cadre partagé. C'est sûr, on ne le fait pas si techniquement c'est le fun. Franchement, si vous voulez en discuter, techniquement c'est très intéressant, mais le but en arrière aussi, nous, comment est-ce qu'on peut amortir plus rapidement les investissements qu'on a faits dans les années passées, comment est-ce qu'on peut rentabiliser les investissements actuels et futurs en les partageant, en se mettant à plusieurs. Et puis, développer de nouveaux services pour la communauté universitaire. C'est certain que dans le contexte budgétaire actuel, l'argent, il ne va pas s'en créer pour développer tous ces nouveaux services-là. Comment est-ce que nous, on peut aller générer une certaine source de revenus pour continuer à financer notre évolution et notre offre de services? Je vous rassure tout de suite, les objectifs de revenus, ce n'est pas ça qui drive le show. Là. En termes de revenus, les coûts sont calculés très simplement. Nous, il y a notre coût interne, en incluant absolument tout, parce que c'est sûr, si on a un audit, on ne peut pas dire que l'Université Laval sponsorise tel ou tel autre organisme. Donc, il y a ce coût-là qui intègre absolument tout. Il y a une certaine marge de sécurité, quand même, qui est relativement faible, et c'est tout. Il n'y a pas de profit, ça ne finance pas le party de Noël de l'Université Laval, ça ne sert absolument pas à ça. C'est juste ce coussin de sécurité qui nous permet de faire vivre le service
avec l'assurance que tout ce bénéfice résiduel qui reste va être réinjecté dans les services à la communauté universitaire. Donc c'est un aspect du projet auquel on croit, c'est de dire que l'argent de nos partenaires, parce que c'est comme ça que je le conçois, l'argent de nos partenaires, de toute façon, va servir à financer des projets pour la communauté. Okay? Maintenant, les services infonuagiques de l'Université Laval, nous aussi on a un logo. On a appelé ça Cumulus. Il fallait un nom, de toute façon il fallait un nom, il faut toujours donner un nom à quelque chose. Puis tout simplement pour venir se connecter au service, pour avoir de l'information. Donc c'est Cumulus qui a été retenu avec le logo que je vous dévoile aujourd'hui. C'est la première fois, c'est la deuxième fois qu'il apparaît première fois en public. L'autre session c'était un peu plus privé. Les services infonuagiques s'appellent Cumulus. Ça va recouvrir plusieurs choses dont je vais vous parler. Ce qui est important, c'est que pour tout ce qui est virtualisation, nous sommes partenaires VMware depuis le mois d'avril. C'est pas qu'on les préfère ou quoi, c'est que c'était la plateforme qui est normalisée chez nous depuis plusieurs années, c'est ce qu'on sait faire. Ce qu'on partage, c'est ce qu'on sait faire. C'est pas plus, pas moins. Ne me demandez pas d'autres choses. Il y a d'autres solutions qui sont très intéressantes. Oui, on travaille sur de l'OpenStack. Oui, je vois Emmanuel. On considère Hyper-V aussi dans d'autres choses. On n'a aucune fermeture là-dedans. Nous, on demande de partager des choses. Ce qu'on sait faire pour l'instant, c'est ça qu'on partage. Il y a d'autres choses sur lesquelles on travaille qui vont s'en venir plus tard. Pour l'instant, c'est ça qu'on sait faire. Donc ça, c'est ce qu'on sait faire. Puis c'est la partie légale que je mentionnais tantôt, de dire comment est-ce que je partage des licences. On ne pouvait pas juste pas prendre le monde chez nous. Donc, être partenaire service provider VMware, donc c'est ça qu'on est membre du vCloudAir Network, c'est ça qui nous autorise à revendre de la capacité basée sur les technologies de VMware. Okay? Qu'est-ce qu'on offre? Des centres de données virtuels. Donc, c'est là où on se différencie un peu d'autres offres ou de ce qu'on fait à l'interne. Ce n'est pas des machines virtuelles directement, ce sont des centres de données virtuels. Je vais vous en dire un petit peu plus dans 30 secondes. Du stockage de données. Donc là, ça va être assez simple. C'est des pools de ressources qui vont être alloués avec tout un tas de manières de s'y connecter. Des sauvegardes de données. Donc bien sûr, les sauvegardes de ce qui va être hébergé dans nos centres de données, que ce soit dans les centres de données virtuels ou du stockage qui est à part. Mais ce qu'on veut offrir aussi, c'est du stockage, la sauvegarde de données à la demande. Donc, quelqu'un connecté au risque, une commission scolaire, une école, un collège, je ne sais pas quoi, qui veut prendre ces données en backup puis les envoyer dans le cloud. Oui, les clients pourraient très bien être chez eux, mais la cible vers laquelle on envoie les données, ça pourrait être à l'Université Laval. Et puis, quelque chose qui va arriver très rapidement, un service de partage de fichiers. Ça nous a beaucoup été demandé dans les derniers mois avec les clients avec lesquels on discute. On se dit, oui, c'est très bien, mais moi, je veux une solution pour partager mes fichiers de manière sécurisée, arrêter de les hoster sur Dropbox. C'est pas que je les aime pas, c'est fantastique ce qu'ils font, sauf que nous, des données de recherche de l'université qu'on envoie là-bas parce que c'est pratique, mais on n'a pas lu en bas toute la propriété intellectuelle de ce que vous mettez appartient à Dropbox. Là. Pas sûr que ça fasse. Donc nous, on a un coup d'arrêt à mettre à l'université, puis c'est le cas pour pas mal d'établissements d'enseignement ou de recherche. On met un coup d'arrêt là-dedans, mais tant qu'à s'équiper, à offrir le service, on dit c'est aussi des choses qu'on va vouloir partager. Okay. Un centre de données virtuel, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ressources physiques qu'on vient tout d'abord virtualiser, donc processeur, mémoire, stockage, jusque-là, rien de bien original. Là où on est allé un peu plus loin, c'est au niveau de la réseautique. Tout ce qu'on fait maintenant est basé sur la virtualisation de la réseautique avec NSX de VMware, donc qui fait partie de notre bundle de service provider. Je vais rentrer plus en détail là-dedans, mais ça nous permet pour chaque client de créer des bulles de réseautique complètement isolées des autres clients entre eux, puis de notre réseau physique sous-jacent. Je vais vous le montrer tantôt. Une fois qu'on a virtualisé ces ressources-là, on est capable d'allouer les ressources, de créer des centres de données virtuels et puis de les assigner à des organisations. Donc, premier exemple, la Ville de Québec, qui est hébergée chez nous, qui va avoir son set d'utilisateurs, de politiques, de catalogues, de machines virtuelles, de catalogues d'applications virtuelles. On parlait dans la session précédente de pattern. Une application virtuelle, c'est un pattern. C'est de dire, cette application virtuelle-là, c'est un serveur de BD, 2 serveurs applicatifs et autres, puis on peut le répliquer à l'infini. Donc, la Ville de Québec, comme organisation, peut avoir tout ça et puis est totalement autonome pour gérer ses propres machines virtuelles.
Autre organisation, je n'ai pas mis de nom, elle va fonctionner exactement de la même manière. Ses utilisateurs, ses politiques, son catalogue, puis ses machines virtuelles. Ce qui est important de voir, c'est que ce sont deux silos complètement indépendants les uns des autres, en termes de ressources, en termes de gestion. On voit qu'on a des utilisateurs puis des politiques de chaque côté. Ce n'est pas un set d'utilisateurs global qu'on vient masquer par des groupes de sécurité ou autres. Non, c'est deux sets d'utilisateurs. La Ville de Québec peut dire, moi, mes utilisateurs qui gèrent les machines, je les authentifie sur mon LDAP, sur mon AD. L'autre organisation peut dire, moi, c'est que des utilisateurs locaux, ou j'utilise le service d'authentification dans le cloud, un tel ou un tel, peu importe. Ce sont vraiment des choses totalement indépendantes les unes des autres. L'autre indépendance majeure, comme je le disais, c'est au niveau du réseau. En virtualisant le réseau, ce qu'on vient faire, c'est bien ici notre client qui aurait deux machines qui sont sur deux hyperviseurs différents, vont pouvoir communiquer au travers d'un réseau virtuel. Elles communiquent, elles se voient entre elles. Maintenant, le trafic réseau ne passe pas directement par nos équipements physiques. Il est encapsulé avant. C'est ça qui va garantir, il n'y a rien de transcendant là-dedans, c'est du MPLS comme ça se faisait avant, c'est l'équivalent. Là, on vient encapsuler, on vient séparer les trafics réseau, mais en faisant ça, on vient les isoler les uns des autres. Donc ça veut dire que l'adressage qu'on a mis ici, là, dans le 192.168.2, entre ces deux machines, je peux très bien l'avoir exactement le même pour un autre client. Il va avoir exactement le même adressage, mais dans son espace à lui. De toute façon, sa bulle de réseautique dont je parlais tantôt est complètement isolée. Donc isolé entre clients, puis isolé notre réseau physique. Sur notre réseau ici en bas, on pourrait avoir exactement le même espace d'adressage, toutes les mêmes choses. Ça ne gênerait absolument pas, parce que de toute façon, c'est étanche by design, là, c'est l'isolation native au niveau des réseaux. Ça a beaucoup d'avantages. Un premier avantage, bien entendu, pour les clients, puis pour nous-mêmes, c'est la sécurité. On isole les réseaux, il n'y a pas de trafic, c'est étanche, encore une fois par nature. Et puis, au niveau de la gestion, c'est-à-dire que beaucoup de fournisseurs traditionnels, pour faire ça, vont être obligés de dire, moi, dans mon centre de données virtuel, je vais te dédier un VLAN, puis je vais mettre des règles de sécurité dans tous les sens pour isoler ta partie. Nous, on n'a même pas à faire ça en gestion. C'est indépendant. Puis pour les clients, à l'intérieur de cette bulle de réseautique, ils sont complètement indépendants pour créer eux-mêmes leur propre sous-réseau à l'intérieur de ça, mettre en place des firewalls virtuels, des balanceurs de charge virtuels. De toute façon, ça ne nous impacte même pas, on ne le voit même pas, on ne le sait même pas, puis limite, on ne veut même pas le savoir. C'est le centre de données virtuel de notre client. J'ai dit que la bulle de réseautique était isolée, oui, mais à un moment, il faut parler quand même au reste du monde, là. Donc, chaque VDC, donc centre de données virtuel, dispose de ce qu'on appelle un Edge Gateway, on peut en même mettre plusieurs, qui sont cette porte de sortie. Cette porte de sortie-là, on la configure comme on veut. On peut dire, je viens NATer, je viens masquer une machine, mapper une machine interne avec une adresse de sortie externe. On peut faire de l'interconnexion niveau 2 ou niveau 3 avec un autre centre de données, qui soit physique ou virtuel. C'est par exemple ce qu'on a avec la Ville de Québec. La Ville de Québec, entre leur centre de données virtuel qui est chez nous puis leur centre de données physique, on a un tunnel sécurisé, IPsec, puis leurs machines se parlent. Là, on est vraiment dans du cloud hybride pur et dur parce que ça leur a permis de garder le même espace d'adressage, de déplacer leurs machines, de les bouger absolument comme ils veulent. C'est ce qu'on fait. On a des preuves de concept en ce moment avec des agences gouvernementales puis des ministères qui regardent beaucoup ça pour du disaster recovery. Donc, c'est la même chose. Ils vont pouvoir garder leur espace d'adressage d'un bord et de l'autre, ce qui fait que quand ils tombent en mode relève, pouf, ça continue à rouler, mais de manière indépendante ailleurs. Ça, c'est assez intéressant. Au niveau gestion, deux options, soit les interfaces de vCloud Director, je vais vous les montrer 2-3 exemples tout de suite, soit pour ceux qui sont équipés du vCloud Automation Center, un centre de données virtuel peut tout à fait être déclaré comme finalement un endpoint. On dit, j'ai un nouveau centre de données à quelque part, voilà les credentials pour s'y connecter, puis ça apparaît dans la console comme un cluster local, puis là, vous êtes totalement indépendant pour le gérer. Un petit exemple, c'est une preuve de concept, un petit démo qu'on a monté en partenariat avec le RISC. C'est pour ça que le RISC apparaît ici. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer absolument par le RISC. Comme je le disais, nous, on peut se connecter d'à peu près partout, mais ici, c'est ce qui a été monté par le RISC, donc avec le Edge dont je parlais, puis un petit schéma réseau Napkin. Mais là,
ce réseau-là, c'est tout à fait les choses que vous êtes capable de créer chez nous, puis de manière indépendante, en quelques clics. Là. Okay? On ne vient pas programmer des switches de chez nous, on ne vient pas toucher à ça. Non, ça se passe de la manière suivante. Bon, ben voilà, dans l'administration, la console d'administration, on dit, ben, moi, mise en réseau, j'ai mes 3 réseaux dont j'ai besoin, que j'ai créés, complètement isolés, complètement indépendants à l'intérieur de leur bulle. On a les machines, donc ça c'est les 4 machines qui figuraient sur le schéma. On vient mettre en place des règles ici de translation d'adresse, donc de dire que mon adresse externe ici va renvoyer vers cette machine-là à l'interne, ou celle-là, dépendamment du port, dépendamment quelle machine on veut accéder. Et puis, ça fait ça. Je pense que la présentation va être diffusée. Vous essaierez de faire le mappage entre les deux schémas, le schéma logique qu'on avait avant, puis le schéma physique, mais c'est exactement la même chose. On voit l'interconnexion qui arrive de l'extérieur, qui parle à quoi? Qui parle au firewall qu'on avait ici, qui est une instance Palo Alto virtuelle, qui parle à la machine web qui était en front-end, mais qui ne parle pas du tout au reste. Le reste est interconnecté via le firewall en arrière. Donc c'est un schéma typique de réseau qui se monte en quelques minutes parce que, encore une fois, comme on a virtualisé la réseautique, ça devient beaucoup plus simple de dire je crée un nouveau sous-réseau, voilà les adresses. Ah, je l'interconnecte, voilà les adresses. Ah, j'ai besoin d'un firewall virtuel. Bon, très bien. Il y a déjà tout un tas de choses qui sont intégrées dans les edge gateways, de firewalling, de balanceurs de charge, de routage. Mais on peut aussi utiliser les appliances d'autres fournisseurs. Là, c'était un Palo Alto, mais il y en a plein d'autres sur le marché. Il y a F5 pour les balanceurs de charge et tout un tas de choses. Donc, ça devient vraiment l'équivalent. On aurait cette salle physique-là avec de l'électricité, une pile de switch, une pile de rack, puis on vous donne les clés, débrouillez-vous. Nous, on s'assure juste que l'électricité soit là en tout temps, que la salle soit accessible en tout temps pour que vous puissiez gérer vos machines. C'est exactement cet équivalent-là. Voilà qui concluait la présentation. Je pense que je suis resté dans les temps, Alexandre. Ouais, super. Donc, si vous avez quelques questions.